Bonjour, heureux de vous retrouver pour parler sport sur la télévision togolaise. Sport et détente, le numéro du jour nous permettra de recevoir le directeur sportif du Comité national olympique du Togo à la personne de Victor Lamega qui vient là dresser le bilan de la participation du Togo aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. En forme, hein? Oui, très en forme. Vous avez fait un bon voyage? Très bien. Très bien, voilà. On en vient tout à l'heure pour décrypter un peu l'actualité par rapport à ces Jeux olympiques. Et on va également parler de la promotion du noble art au Togo. Notons qu'une salle de boxe a été réceptionnée jeudi dernier au profit de la police nationale. Puis du football, on va décrypter la première journée du championnat national de football féminin. La compétition est à sa deuxième journée ce week-end. Et bien évidemment, parler également du stage des éperviers et locaux, stage préparatif pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà pour les grandes lignes. Merci de rester à notre compagnie. Pour nous accompagner, bien sûr, Laurent Roumavour et aussi Stéphane Atigossou. Laurent, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à nos très chers téléspectateurs. Oui. Sinon, ça va. Oui, Stéphane, bonjour. Oui, bonjour, j'ai dit bonjour au plateau, bonjour aux Japonais, aux Japonais de tous les Togolais aujourd'hui, et à tous ceux qui nous suivent de Saint-Cassé à Djankassé. Très bien, voilà. Oui, Laurent, on a quand même la chance d'accueillir Victor Lamega pour parler des Jeux olympiques et surtout de la participation du Togo à ces Jeux. Oui, c'est une bonne chose puisque les athlètes togolais sont rentrés, mais on n'a pas l'occasion d'en discuter avec, officiellement avec un représentant du Comité national olympique du Togo. Donc c'est une bonne chose, on a une bonne occasion pour lui poser directement les questions. Et comprendre les zones d'ombre qu'on avait de loin. Voilà. Tout à fait. Oui, Stéphane Atigossou, eh bien, toi tu es reconnu sur le plan national d'être le remarqueur. Maintenant tu es devenu international, bien sûr. Ah oui, le remarqueur. Tu as encore remarqué quoi? J'ai remarqué que M. Victor Lamega est avec nous. Oui. Et voilà, vraiment. Il est là pour nous faire le bilan. Oui. Mais j'ai remarqué qu'il n'était pas passé pour nous dire les objectifs. Mais aujourd'hui, il est là pour nous faire le bilan. Mais c'est une bonne chose quand même d'être déjà venu pour le bilan. Prochainement, j'aurais souhaité qu'il vienne nous dire les objectifs qu'il voudrait atteindre et ensuite venir nous faire le bilan. Comme ça, on peut bien juger. J'ai aussi remarqué que tout à l'heure, à 15h, le Togo du football va avoir un sélectionneur national. Ce sera la présentation officielle à la fédération. C'est pour tout à l'heure à 15h. Et enfin, j'ai remarqué que mais attends, l'homme est arrivé depuis le 5, non? Il y a un problème? Oui, il est arrivé depuis le 5, mais il est en confinement selon les réglementations. C'est ça, oui. Et le confinement est fini hier. Il est allé donc au ministère des Sports pour la signature officielle. Et maintenant, aujourd'hui, il sera présenté au monde sportif à la fédération à partir de 15h. C'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Et je disais entre-temps, pour terminer, que j'ai remarqué qu'il y a de lourdes sanctions qui tombent sur le club de la forêt sacrée d'Ablogame, Asfosa, suite à un problème de corruption. Et l'entraîneur pourrait écoper jusqu'à 10 ans de suspension. Bien d'autres personnalités du monde du football de la deuxième division sont également visées par ces sanctions-là. Donc c'est ce que j'ai remarqué. Très bien. On n'aurait pas souhaité être à la place de Asfosa en ce moment. En tout cas, courage à ce club qui quand même est un club identitaire, comme on l'a toujours nommé, et à son président. Amouzou Tété qu'on a eu la chance de recevoir sur ce plateau avant le démarrage du championnat. Voilà. On va parler Scrabble pour commencer. Les passionnés du Scrabble francophone ont repris du service le week-end dernier. Le championnat national édition 2021 a démarré donc samedi à Lomé. Ouvert aussi chez ou bien au club qu'à tous les passionnés de ce jeu de lettres. Le dit championnat regroupe une cinquantaine de participants. Suivons ce reportage de Aflim Johnson qui nous en dit plus. Des examinateurs multipliant des consignes à l'endroit de candidats attentifs et concentrés sur leur sujet. Ces images font certainement penser à des devoirs surveillés dans une salle de classe ou à un examen national. Mais rassurez-vous, il n'en est rien. Élèves et enseignants
sont actuellement en vacances. Vous êtes plutôt ici au championnat national de Scrabble francophone, édition 2021. À ce championnat, ce sont une cinquantaine de concurrents, clubs, simples passionnés et des scolaires qui se prêtent à l'exercice qui consiste à cumuler des points sur la base de tirages aléatoires de lettres pour former des mots. Cette édition nous permet premièrement de regrouper les joueurs et de relancer effectivement les activités. Ils vont jouer Scrabble classique qui se joue à 2 devant un plateau. Il y a ce qu'on appelle le duplicate. Tu vas te confronter à l'ordinateur et tu es appelé à jouer le top. Et après, il y a aussi une variante qu'on appelle pair, c'est-à-dire que ça se joue à 2. C'est un championnat qui est ouvert à tout le monde, pas seulement les clubs de la capitale ou de l'intérieur, mais à tout joueur qui sait jouer au Scrabble. Dans la catégorie des scolaires qui comptait 30 concurrents, les jeux sont faits. Joseph Bonfou, élève au lycée Tocoin Est à Lomé, est sacré champion. Il a totalisé 952 points sur 1211 possibles. Ce sont les réflexes qui m'ont poussé à scrabbler. Je vais toujours essayer d'apprendre, d'améliorer mes techniques et de toujours garder le bon rythme. Le championnat national de Scrabble francophone 2021 se poursuit dans les autres catégories, ce jusqu'au 15 août prochain, date de la finale. 15 août, c'est bien demain et dimanche. Bonne chance donc à tous ces participants. Oui, et l'autre nous a rejoint sur ce plateau, il s'agit bien de Gilou Agbavito. Bonjour Gilou. Bonjour. En forme, hein? En forme. Ça fait un temps là. Oui, voilà. C'est le confinement? Le confinement, les activités, on essaie parmi cette pandémie de gérer les activités au plus mieux. Oui. C'est pas évident, tu sais, avec les déplacements, les restrictions à droite à gauche. Donc c'était un peu compliqué. Il fallait s'adapter à ça. Très bien. Voilà, je rappelle que tu es consultant sportif. Voilà, et tu vas être avec nous le long de ce magazine. Oui, on va maintenant évoquer le sujet du jour, un des plus importants, la participation du Togo aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Afin nous a déjà dressé le bilan dans ce sujet que voici. Les carottes sont définitivement cuites pour le Togo aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Attendu pour rectifier le tir après l'élimination de Claire Yvon en aviron skiff dame et de Fanny Kokudoji en tennis de table, le nageur Damien Otogbe et le coureur Fabrice Dabla n'ont pas relevé les défis. Damien Otogbe était pourtant bien parti pour viser le podium. Le jeune nageur de 18 ans termine en tête de sa série aux 50 mètres nage libre avec un chrono de 25 secondes 108 centièmes. Performance honorable, mais pas suffisante pour ouvrir les portes des demi-finales aux plus jeunes de la délégation togolaise. D'autres concurrents des autres séries ayant réalisé un meilleur temps que lui. C'est également raté pour Fabrice Kokutia Dabla. La journée de ce 31 juillet 2021 s'annonçait pourtant prometteuse pour le sprinter togolais. Deuxième avec un chrono de 10 secondes 36 centièmes lors des tours préliminaires aux 100 mètres, Fabrice Dabla s'est qualifié avec brio pour les demi-finales. Malheureusement, le Togolais n'est pas allé plus loin. Coupable d'un faux départ, il a été disqualifié. Une grosse déception. En attendant l'entrée en liste des Paralympiques dès le 24 août, c'est donc bien fini. Les ambitions du Togo pour une seconde médaille olympique sont remises à plus tard, au JO de Paris 2024. D'ici là, tous les acteurs, le ministère des Sports et des Loisirs et le Comité national olympique du Togo en premier, sont appelés à offrir de meilleures conditions de préparation à nos athlètes. Et qui sait, le Togo pourrait peut-être faire mieux dans 3 ans dans la capitale française. Et oui, donc pour faire mieux dans 3 ans dans la capitale française, ça va passer par le travail bien fourni. Voilà, et le directeur sportif est là pour nous en dire davantage. Monsieur le directeur, voilà. On veut savoir une chose, que s'est-il vraiment passé au juste avec nos athlètes de l'autre côté de Tokyo, où vraiment ils ont rentré bredouille? Bon, merci pour l'invitation et pour l'opportunité que vous nous donnez de parler des athlètes, de nos Olympiens qui étaient au Japon dans le cadre des Jeux olympiques. Effectivement, nos athlètes sont rentrés, le Togo est rentré bredouille, comme vous le dites. Sur le plan sportif, sans médaille.
Mais il faut reconnaître que ces athlètes ont du mérite. Oui. Ils ont du mérite. Dans un premier temps, ils ont bravé le Covid pour être présents au Japon. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les gens ont risqué leur vie. Le ministre des Sports, le président du Comité national olympique, les athlètes, les coachs, toute la délégation sont à féliciter pour avoir accepté aller représenter d'abord le pays et puis se battre comme il se doit pour pouvoir honorer le drapeau togolais en terre japonaise. Mais malheureusement, nous avons eu devant nous des rocs. Nous avons eu des monstres devant nous. Des montagnes. Oui, des montagnes qu'on n'a pas pu déplacer. Vous savez, nos athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Quand vous voyez le classement dans chaque discipline, le Togo n'a pas été dernier. Même si on a été éliminé, on a été éliminé soit avec un bon chrono, soit en terminant premier de sa série. Donc cela montre que nos athlètes ont de la qualité. Et maintenant, on ne se lève pas pour aller gagner les médailles comme ça aux Jeux Olympiques. C'est un long processus. Ceux qui ont gagné les médailles cette année aux Jeux Olympiques se sont préparés il y a 3 Olympiades, il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Et si nous prenons l'exemple de Benjamin Bouketi, qui a eu la chance de décrocher la première médaille pour le Togo, il a mis 12 ans. Il a mis 12 ans. Il a fait une première expérience des JO qui a été catastrophique. Et en deuxième participation, il a essayé d'améliorer un peu son chrono, mais ce n'était pas encore évident. Et il a fallu la troisième participation où il s'est sublimé, parce que tout n'était pas joué au départ. Et il s'est sublimé pour pouvoir décrocher cette médaille de bronze. Côté togolais, tous étaient des novices, à part Claire Aïvon, qui était du côté de Rio en 2016 pour sa première participation, où d'entrée, elle a été éliminée. Il a été éliminé avec un chrono de près de 10 minutes. Elle a fait 10 minutes. Et pour ces Jeux, elle a fait 8 minutes. Elle a fait 8 minutes, vous voyez. Il a fallu 4 ans pour faire descendre 2 minutes. Donc il faut qu'on les suive, il faut qu'on les accompagne, qu'on voit qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas pu monter sur le podium, qu'est-ce que les autres ont fait pour monter sur le podium que nous n'avons pas fait. Ce sont ces leçons-là que nous devons tirer et commencer dès à présent à préparer nos athlètes pour Paris 2024 et surtout Los Angeles 2028. Très bien. Oui, mais vous êtes quand même conscient que le gouvernement a quand même consenti va donner tout ce qu'il faut pour quand même être une bonne compétition. Oui, effectivement, le gouvernement a mis les moyens et c'est la première fois que l'équipe olympique s'est sentie à l'aise. C'est la première fois. Déjà, le gouvernement a donné le ton en mettant sur la table le problème de la participation du Togo aux Jeux Olympiques lors de la réunion du Conseil des ministres. Ouais, cela ne s'est jamais passé. Après, nous avons été reçus par Madame le Premier ministre qui nous a remis le drapeau officiellement. Donc, à part, comment ça s'appelle, à part cette approche-là, il y a eu maintenant les moyens financiers qui ont été mis à la place et à la disposition plutôt de la délégation togolaise pour pouvoir représenter valablement le Togo. Mais vous savez, on peut mettre 10 millions, des milliards à la disposition d'un athlète. À la veille de la compétition, ça ne peut pas. Donc maintenant, nous avons senti que le gouvernement met un accent particulier sur le sport, accorde de l'intérêt pour la participation des sportifs sur le plan international. Maintenant, c'est à nous de saisir cette opportunité pour que très tôt, nous puissions commencer par bénéficier de ce soutien-là. Ce soutien que nous avons bénéficié a été le travail du président du Comité national olympique qui a entamé un lobbying. Vous voyez que la délégation, les athlètes que le comité exécutif actuel a accompagnés aux Jeux olympiques n'est pas les athlètes du bureau précédent, puisque les Jeux ont été reportés d'une année.
Les Jeux ont été reportés d'une année, donc le bureau a hérité d'une préparation de l'ancien bureau. Maintenant, en 6 mois, il fallait faire quelque chose pour que nos athlètes puissent être à l'aise et pouvoir représenter le Togo. Mais en 6 mois, voilà ce qu'ils ont pu faire pour pouvoir toucher le cœur du gouvernement et qui a été sensible à cette approche-là et a mis les moyens qu'il faut pour la participation du Togo au Japon. Maintenant, il faudrait que ce même travail soit fait très tôt pour que cet accompagnement soit effectif. Au lendemain des JO, déjà, cette semaine, ce travail peut être fait pour que maintenant nous commençons par préparer Paris 2024 et aboutir sur Los Angeles 2024. Voilà, et 2028. Voilà, vous voulez quand même vous lever tôt pour ne pas être en retard. Oui, Stéphane. Oui, j'ai écouté religieusement le directeur des sports du CNO Togo pour ce premier compte rendu. C'est bien, merci beaucoup. À vous écouter, on sent que vous parlez un peu de l'impréparation des athlètes du Togo. Bon, est-ce que véritablement c'est le cas, puisque ces athlètes-là, la plupart sont dans des centres de formation à l'extérieur du Togo. Est-ce que dans ce cas, on peut encore parler de l'impréparation, monsieur le directeur? Oui, vous savez que la préparation de base, c'est la détection. La préparation de base, c'est la détection. Il faut détecter le bon talent, le meilleur talent et le mettre à la disposition, le mettre les moyens pour qu'il puisse se préparer idéalement. Donc, ce travail de détection est fait par les fédérations. Le Comité national olympique n'a pas d'athlètes. Nous n'avons pas d'athlètes et nous, nos athlètes, nous appuyons sur les fédérations. Oui. Donc, c'est les fédérations qui commencent le travail de base. Ces athlètes qui ont représenté le Togo, c'est le Comité national olympique qui a sollicité les bourses de la solidarité olympique pour les permettre de se préparer et se qualifier pour Tokyo 2020. Donc, maintenant, il faudrait qu'au niveau des fédérations, qu'il y ait un travail qui soit fait pour qu'on puisse toucher le meilleur. Si je prends l'exemple des 100 mètres en athlétisme, l'épreuve de 100 mètres, si vous voulez faire un travail de détection, aujourd'hui, les minima, c'est 10 secondes 0,5 centièmes, les minima. Et on sait que le champion olympique de cette année, il a fait un temps de 9 secondes 60 centièmes, je crois, 68 centièmes. Donc, si on veut faire un bon travail et avoir un talent promoteur qui puisse se qualifier et être sur le podium aux Jeux olympiques, il faut détecter un jeune qui fait 10 secondes. Qui fait 10 secondes ou moins. Voilà, vous voyez, 10 secondes ou moins, ou 10 secondes 0,5. Et qui devait donner cette impulsion à la fédération pour qu'elle puisse faire ce travail de détection. Non, les prochains Jeux, c'est en 2024. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Le nouveau bureau actuel est en train de travailler là-dessus. Et déjà, il y a un programme qui est mis en place pour la détection des talents et ce programme de détection sera suivi par le Comité national olympique et la Direction nationale des sports. Donc il y aura une commission tripartite représentant les techniciens de la fédération en question, les représentants du ministère des Sports et les représentants du Comité national olympique qui vont suivre minutieusement ces talents que nous allons détecter et que nous allons solliciter des bourses de la solidarité olympique pour qu'ils puissent se préparer dans de bonnes conditions. Voilà, très bien. Oui, monsieur le directeur, voilà notre athlète de natation, on ne l'a pas trop connu, si ce n'est pas qu'on l'avait présenté, qu'il va représenter le Togo. Comment se fait ce choix de ces athlètes-là qui sont à l'extérieur, alors que les fédérations ne les connaissent pas trop? Voilà, en fait, pour participer aux Jeux olympiques, il y a des critères. Le premier critère, c'est se qualifier sur le terrain en participant à une compétition. Et les fédérations internationales définissent des critères et ces critères sont validés par le CIO. Donc, ces critères, il y a d'abord le classement mondial
si nous prenons certains sports, c'est le classement mondial. Les 16 premiers mondiaux sont qualifiés directement aux Jeux olympiques. Il y a aussi le classement par ranking. Il y a le classement aussi par minima. C'est le cas de l'athlétisme et de la natation. Donc, il y avait les minima qu'il faut faire lors de certains meetings, de certaines compétitions africaines, notamment les championnats d'Afrique, les championnats du monde. Donc, dans l'année, au cours de l'année olympique, si vous réalisez ces minima, vous êtes déjà qualifié pour les Jeux olympiques. La deuxième option... Avant d'arriver à être qualifié, est-ce que le CN est au courant que tel athlète est en train de compétir, s'il se qualifiait, on pouvait le repêcher pour le Togo pour une compétition comme... Oui, puisque au début de la préparation, le Comité national olympique a identifié 12 fédérations. 12 fédérations pour se préparer pour les JO. Donc ces athlètes qui ont représenté le Togo faisaient partie des 12 fédérations qui ont été retenues. C'est ce qui permettait d'avoir l'être entre quelques entraîneurs dont on a entendu parler sur les réseaux sociaux? Oui, en fait, au début de la préparation, il y avait 12 fédérations qui étaient concernées, notamment l'athlétisme, la boxe, l'escrime, le judo, la natation, le badminton, tennis de table, taekwondo, karaté. Donc, et l'aviron naturellement. Pardon? L'aviron aussi. L'aviron aussi. L'aviron. Vous voyez. Donc, tout ce nombre-là, ces fédérations ont présenté au moins 2 athlètes. 2 athlètes qui peuvent se qualifier. Donc, il fallait préparer un budget pour permettre à ces fédérations de se préparer et permettre à leurs athlètes de se qualifier. C'est ça. Vous voyez? Donc, quand on fait le total de ces athlètes-là, nous sommes dans les 30 et quelques. Nous sommes dans les 30 et quelques. Et on a 12 coachs pour 12 sports et une trentaine d'athlètes. Au finish, il n'y a eu que 3 fédérations qui ont pu participer aux épreuves qualificatives. Il y a eu 3 épreuves. Il y a eu 3 disciplines, notamment l'aviron, où Claire, en 2019, en septembre, s'est qualifiée sur le terrain, et le judo et le tennis de table. Ils n'ont pas pu se qualifier. Ils n'ont pas pu se qualifier sur le terrain. Donc, j'avais parlé d'un deuxième critère pour pouvoir participer aux Jeux olympiques, c'est la sollicitation des places de la commission tripartite. Et le CIO a mis en place une commission composée de représentants du CIO, de représentants des fédérations internationales, de représentants des CNO, pour attribuer des places à des athlètes qui n'ont pas pu se qualifier sur le terrain. Donc, c'est là que Fanny Dodji, qui avait fait les quarts de finale, des fois, nous pensons que ceux qui ont eu les places sur invitation, avant on appelait ces places-là, places d'universalité, on pense qu'ils ne sont pas forts. Non, c'est des gens qui ont raté de près la qualification. C'est les gens qui ont raté de près la qualification. Et comme il faut un certain nombre d'athlètes par épreuve pour pouvoir bien faire le tirage au sort, il fallait combler ces nombres-là. Donc, par sport, peut-être il peut y avoir 2 places qui manquent. C'était le cas au niveau du tennis de table. Maintenant, les comités nationaux olympiques qui ont soumis des places, qui ont sollicité des places sur invitation, la commission maintenant statue pour voir quels sont les meilleurs athlètes des CNO qui ont demandé ces places-là. Et c'est là que Fanny Dodji, ayant terminé en quart finaliste lors des épreuves qualificatives, donc a pu obtenir cette place-là. Et au niveau de l'athlétisme et la natation, dans leurs critères de participation aux Jeux olympiques, ont 2 places. Chaque Jeux olympique, l'athlétisme, les fédérations nationales peuvent présenter 2 athlètes aux Jeux olympiques, mais à condition qu'ils aient un certain nombre de performances. Ils ont un niveau. Donc ce qui a fait qu'au niveau de l'athlétisme, on avait 2 athlètes avec 2 places, mais au finish, ils ont obtenu une seule place à cause du niveau
de Fabrice Dabla, puisqu'il est aussi broussier de la solidarité olympique et s'entraîne au centre de Rouen en France. Donc c'est au vu de cette performance, sinon il pouvait avoir 0 aussi. Il pouvait avoir 0 place. Au niveau de la natation, c'est la même chose. Et là, au lieu de 2 places, la fédération a obtenu une seule place. Voilà, donc c'est pas le comité qui dit tiens, toi, allez aux Jeux Olympiques. Non. C'est ça. Donc il faut se qualifier ou on passe par les places sur invitation de la commission tripartite. Voilà, donc c'est pas évident encore tous les mêmes athlètes à Paris en 2024. Oui, c'est pas évident. Je vous ai dit qu'il y a eu de l'impréparation. Donc cette fois-ci, le nouveau bureau aura ses yeux. Mais si dans le lot notre email, j'ai fait mieux que ceux qui sont allés. Oui, c'est ça. Voilà, maintenant, avant de proposer un athlète pour qu'il y ait une bourse de la solidarité olympique, ils doivent subir une compétition, ils doivent subir un test. Ça. Ils doivent subir un test. Si nous voulons 2, bon, la fédération aligne les meilleurs. Et si c'est 2, on prend les 2. Si c'est 1 qu'on cherche, on aligne les meilleurs. Celui qui soit premier, il est qualifié. Même si tu as été aux Jeux Olympiques passés, mais cela ne te garantit pas la place. Maintenant, parce qu'il faut qu'on présente vraiment de meilleurs. Mais soyez-en sûrs, c'est les meilleurs qui ont été présentés. C'est les meilleurs qui ont été présentés. Mais moi, en tant que technicien, quand j'analyse, c'est que dans la présentation, dans la sélection de ces athlètes-là, on n'a pas passé par la phase de détection. Il faut passer par la phase de détection. Parce que souvent, on regarde celui-ci avec sa taille, il peut faire le basket. Or, ce n'est pas évident. Vous voyez telle personne. Pardon ? Ça se fera dorénavant. Oui, la détection, on va passer par là. On va passer par le programme pluriannuel qu'on a mis en place actuellement, que le président a mis en place actuellement. Bon, ce n'est pas encore officiel, mais je peux le dire. Ça passe par la détection. Après la détection, on prend les meilleurs pour solliciter les bourses. Et ceux à qui on n'a pas pu obtenir des bourses, on va les accompagner, l'État va les accompagner pour qu'ils puissent se préparer sur place. Et aussi, on va relever le niveau des entraîneurs. Vous savez que pour avoir de bons athlètes, il faut avoir de bons entraîneurs. Donc, nous allons aussi nous appesantir sur ce volet formation des entraîneurs et faire en sorte que nos athlètes puissent participer à beaucoup de compétitions. C'est ça aussi le mal de nos athlètes. Si vous voyez par exemple Claire Aïvon, à cause du Covid par exemple, elle n'a pas pu faire des compétitions comme il se doit. Elle n'a pas pu faire, même vous voyez le fait qu'elle a chuté, nous l'envoyons au moins en demi-finale. Nous l'envoyons en demi-finale. Elle était en stage de formation, de préparation en Allemagne. Vous voyez, quand le Covid est arrivé, tous les centres ont été fermés. Elle est rentrée. Vous voyez, donc déjà, dans le système d'entraînement, quand vous faites 2-3 jours, une semaine sans vous entraîner, la courbe de performance descend. Vous voyez, donc il faut voir tout le temps, depuis 2019, elle est rentrée. Elle était dans quelles conditions? Or, les athlètes de haut niveau ont un entourage garni. Ils ont un diététicien, un préparateur physique, un psychologue. Vous voyez, donc elle n'avait pas ces structures-là sur place. Donc, cela peut expliquer un peu sa chute. Parce qu'elle a terminé 4e. Les 3 qualifiés de l'Afrique ont en tête quand même les demi-finales. D'autres ont fait la finale. Donc, s'il faut suivre ce critère de performance, si Aïvon Claire était dans cette dynamique de préparation, je pense qu'elle devait aller en demi-finale. Déjà, il n'y a pas une grande différence au niveau du temps. Et puis, après son élimination au niveau des médailles, elle a bataillé dur pour terminer première des perdants pour pouvoir avoir un bon classement. Donc, parmi tous les perdants, ceux qui ont quitté le tableau des médailles, il y a eu un autre tournoi. Et vous vous rappelez qu'elle a joué et qu'elle a concouru à une finale F, face à une Ougandaise, et qu'elle a battu en finale cette Ougandaise. Donc, ça veut dire que nos athlètes ont de la valeur. Ils ont de la valeur, ils ont de la qualité. Il y a eu de l'impréparation,
voilà, je peux dire Covid. On ne peut pas. C'est dans le monde. Oui, mais les gens ont disposé des infrastructures. Vous voulez dire que Claire continuerait son stage en Allemagne, elle serait plus dans le bain, mieux à guérir. Oui, ça, c'est regardez, ici, elle n'a pas fait de compétition. Monsieur le maire, vous regrettez. Oui, le Covid a tout mis à plat. Voilà, Giroud, voilà, c'est un mordu de l'avion. Hein. J'ai failli être le président. Vous le reconnaissez. Ce que je veux dire, c'est que tout d'abord, merci pour votre discours, parce que ça fait plaisir de voir des gens comme vous qui sont très professionnels dans ce qu'ils disent. Depuis, je vous écoute. Je suis là, je me tais, j'écoute tout simplement ce que vous dites. Tu es émerveillé. Non, c'est pas que je suis émerveillé, mais j'ai en face de moi une personne qui structure, très bien, qui est structurée et qui vous parle d'un programme. C'est des choses qu'on n'entend pas souvent ici au Togo. Il nous parle d'un programme. Il nous parle de la détection, il nous parle de la compétition, il nous parle de ce que les concurrents font à l'extérieur, c'est à savoir avoir des coachs, des préparateurs physiques, des psychologues. Il nous parle du Covid, il nous parle de la préparation claire, il nous parle des repêchages, il nous explique des choses. C'est-à-dire que c'est une personne qui maîtrise son sujet. On ne peut pas aujourd'hui dire que ce directeur ne maîtrise pas son sujet. Il est à l'affût et à la pointe de son sujet. C'est pour ça qu'il a été envoyé ici. Mais je pense qu'il a été envoyé ici aussi parce que derrière les gens qui l'ont envoyé ici, il y a une dynamique aujourd'hui. Et il représente cette dynamique qui est là. Il est venu nous présenter le nouveau bureau. C'est ça, disons-le clairement. Il est venu nous expliquer. Il est venu parler aux Togolais, leur expliquer pourquoi les JO se sont passés comme ça pour nos athlètes, pourquoi malheureusement à Tokyo nous n'avons pas pu faire ce que nous aurions dû faire. Mais vous savez, lorsque vous parlez comme ça et vous me parlez de Los Angeles, vous n'êtes pas à Paris, vous me parlez de Los Angeles. Ça veut dire que ce bureau est très loin devant. Parce que, comme il l'a dit, ça ne se prépare pas en 2 ans, en 3 ans, un champion. C'est sur 10 ans, c'est sur 15 ans, c'est sur 20 ans. Regardez la petite Clarisse Agbemenou qui finalement a eu sa médaille. Au bout de combien de temps? On ne parle pas de ça. Hein? Elle est française, elle est en France, d'origine togolaise. Mais au bout de combien de temps elle a eu sa médaille pour les JO? Elle l'a eu. Il a raison. Et je pense que son analyse est pertinente. Maintenant, comme il dit, la détection. Les binationaux togolais. Aujourd'hui, c'est la clé de voûte de tous les pays. Si vous avez des problèmes dans votre pays internement en ce qui concerne les compétitions, allez pêcher à l'extérieur ce qu'il y a. Parce que, comme on dit, le petit poisson dans l'océan de requins qui est la France, les États-Unis, l'Espagne ou je ne sais pas, le Canada, ici c'est un gros poisson parce que l'expérience qu'il a et qu'il apporte au pays permet aux nôtres de progresser et de performer. On va parler de Benjamin, qui a eu une médaille pour le Togo. Ça ne s'est pas fait en une seule fois, ça s'est fait en 3 fois quand même, mais il a quand même ramené une médaille pour le Togo. Et Benjamin, moi j'ai failli être président de la Fédération de l'aviron, je sais ce que c'est. Benjamin a apporté beaucoup de choses à l'aviron togolais. Donc, moi je vous suis à 100%, je suis d'accord avec vous, vos propos sont clairs, limpides et professionnels, et je pense qu'avec des gens comme vous, aujourd'hui, si le CIO qui coiffe toutes les associations, toutes les fédérations, associations sportives, qui est le grand patron, a à sa tête des gens comme ça, je pense qu'automatiquement, si en haut, avec le gouvernement togolais qui suit, parce que la première ministre du Togo aujourd'hui, elle suit la dynamique, c'est une personne très intelligente, elle analyse les propositions. Et si elle a financé ces choses-là, c'est parce qu'elle a vu qu'à la tête de ce CNO togolais, il y a des gens qui sont responsables et le projet est clair et limpide. Merci. Donc continuez comme ça. Voilà. Vous êtes donc vous jetez les fleurs. Hein. Merci. Voilà. Beaucoup de fleurs. C'est pas des fleurs, je suis un ancien professionnel. Non, je sais pas. C'est pas des fleurs. Voilà la situation. Les athlètes togolais, on en parlait même avant l'arrivée du directeur. Voilà la situation. On ne peut que leur souhaiter de maintenir les caps et de bien faire pour les prochaines fois. Oui. Toute l'expérience accumulée peut-être à Tokyo, dès à présent, on doit le mettre peut-être en action pour qu'on puisse finalement tirer, puisque ça ne serait plus sur 4 ans, ça ferait 7 ans. Si on prend juste Tokyo, ça ferait 7 ans. Donc, il faudrait qu'on profite de tout ce qu'on aura acquis à Tokyo, les expériences, les ratés. Même la présence de Covid
l'impact que ça a eu sur nos athlètes, on suppose que les 3 ans à venir, on n'aura plus ça. Donc il faudrait peut-être en profiter et dès à présent, je le précise, dès à présent, recommencer par travailler et certainement qu'au bout, il y aura des résultats. Oui, donc monsieur le directeur, donc, il faut se remettre rapidement au travail pour préparer Paris 2024, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui est prévu alors au niveau du CNO Togo? Oui, je vous parlais du plan, du programme pluriannuel qui va nous amener jusqu'à Los Angeles 2028. Très bien. Paris 2024 sera une étape pour évaluer le niveau de nos athlètes. Et bien avant Paris 2024, il y a des compétitions intermédiaires, notamment en 2022, nous aurons les Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo en août. Et nous aurons aussi en 2022 les Jeux de la solidarité islamique qui va permettre aussi, ces Jeux vont permettre aussi de promouvoir nos athlètes, de tester. Et puis nous avons comme le journaliste consultant. Monsieur le consultant l'a dit. Et nous avons intégré dans notre programme les binationaux. Nous irons faire la prospection. Oui. Déjà, à la boxe, on avait déjà 2 qu'on avait positionnés pour la compétition qualificative à Dakar. Au niveau de la boxe, il y avait 2 boxeurs d'origine togolaise qui vivent en France, qui s'entraînaient et qui devaient aller et participer à cette compétition de boxe qui finalement a été annulée à cause de Covid. Ouais. La compétition a été reprogrammée à Paris et en fin de compte aussi elle était annulée. Donc il fallait passer par le classement. Donc voilà, donc nous allons les intégrer et les compétitions comme les Jeux de la francophonie, les Jeux de la solidarité islamique sont des open pour tester. Ça va être le 5e jeu, ça, n'est-ce pas? Oui, pour tester ces athlètes-là. Il faut les tester. C'est vrai que nous avons des binationaux, mais il faut les tester. Donc ça, à travers ces jeux-là, il y a aussi Bintou Schmich, une boxeuse qui est en Allemagne. Voilà. Donc, elle est passée sur plateau. Voilà. Donc, nous sommes déjà en contact avec elle. Et il faut, elle, à son niveau, il y a les problèmes de papier qu'il faut régler, qu'elle ait un passeport togolais. Donc tout ça, nous allons combiner et puis on aura quand même, je suis vraiment très optimiste quant à 2028. Moi, vraiment, je compte sur 2028. Je sais que nos athlètes ont du potentiel, ils ont du talent. Et si on se lève très tôt et on se bat, les moyens vont venir parce que déjà nous avons à la tête un président qui est un lobbyiste. Il fait bien le lobbying, il est connu et par rapport à ça, voilà, donc c'est pas pour rien que en conseil des ministres, on s'est statué sur la participation du Togo. Donc c'est un travail qu'il fait. Donc en 6 mois, et nous avons vu les œuvres qu'il a eu à poser. Donc nous pensons que avec cet élan, si nous qui l'entourons, on met du sien, nous, présidents de fédération, nous, athlètes, présidents de ligue, présidents de club, nous, entraîneurs, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde s'y mette et le travail va... les résultats viendront. Très bien, voilà. Avant donc de vous demander la conclusion, vous-même vous êtes président d'une fédération, la Fédération d'escrime, cette discipline qui ramène beaucoup de médailles au pays, mais vous n'étiez pas à ces Jeux. Comment ça s'est passé avec vous? Oui, nous faisons partie des 12 sports qui ont été identifiés et qui devaient participer aux épreuves qualificatives. Donc nous, on devait participer à notre compétition qualificative en Égypte, mais il y avait des problèmes par rapport aux tests Covid, par rapport au protocole sanitaire. C'était compliqué de rallier le Caire. Voilà. Même sur place là-bas au Caire, c'était compliqué, donc c'était seulement les athlètes arabes qui sont retrouvés sans les pays de l'Afrique noire. Et on a compris que parce que les places étaient chères. Les places étaient chères, donc tous les moyens étaient bons. Donc ils ont utilisé ces jours-là pour. Donc ça qui a fait que effectivement, ce qui est, c'est que quand vous ramenez beaucoup de médailles déjà, on comptait beaucoup avec votre discipline. Mais bon, c'est pas arrivé. 2023, on pourrait être à Paris avec l'escrime, n'est-ce pas? Voilà. Oui, moi j'ai, avant de féliciter M. Victor Labega, j'ai eu une question. Vous avez bien présenté le volet sportif. On a vraiment compris que le Togo a du potentiel. Ça en est fallu de peu. On pouvait quand même revenir avec une médaille, mais ce n'est pas grave. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre bilan après votre bilan? C'est-à-dire, je voulais savoir s'il y aura un bilan financier pour le peuple. Certainement. Moi, je n'occupe que du volet sportif. Je suis dans le département sport. Donc,
c'est ce que je connais dans le sport, sur ce volet-là que j'ai présenté. Et j'ai été invité aussi, je ne me suis pas levé comme ça pour venir sur ce plateau, sur ce joli plateau, non. Vous m'avez invité, donc certainement que vous inviterez les concernés. Oui, c'est pas notre devoir, hein. Voilà. D'aller aux infos, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. D'aller aux infos pour... Nous posons la question au nom du peuple, du public sportif. Donc certainement qu'ils ont besoin de savoir comment vous avez dépensé ce que l'État togolais a mis à votre disposition. Très bien, oui. Voilà, donc au moment venu, vous inviterez les concernés. Voilà, la personne l'a mieux indiqué. Voilà, la personne Oui, monsieur le directeur, voilà, c'est pas encore fait totalement, hein, puisqu'il y a les Jeux paralympiques qui vont suivre avec nos deux athlètes. Vous les avez vus à peu près dans leurs entraînements et consorts. Est-ce que ça promet? Bien, il faut être. C'est un seul athlète. C'est une seule athlète. Bawa. Oui, il y a une dame aussi qu'on a. Non, la dame plutôt, ça pas Bawa. C'est la dame qui va représenter le Togo. Bawa n'a pas pu, puisque Bawa, on avait soumis une place sur l'invitation de la commission tripartite, mais ça n'a pas passé. Voilà, donc c'est juste la dame. Finalement, ce sont 5 athlètes qui ont voyagé. Non, 4 olympiques. 4 olympiques. Et une paralympique qui va voyager. C'est ça. Une paralympique qui va voyager. Madame Kouméalo. Kouméalo, oui. Kabissa. Kabissa, voilà. Kabissa Kouméalo. Très bien. Donc, on peut au moins gagner une médaille là-bas. Oui, c'est possible, mais ça va être difficile, n'est-ce pas? Parce que en face de nous, c'est des redoutables, comme je vous l'ai dit. Toujours des montagnes, hein? Oui, et puis c'est sa première expérience, mais ça ne veut pas dire qu'elle donne le meilleur d'elle-même, parce que déjà, nous la suivons à l'entraînement, dans ses préparations, et puis dans son mental, quand tu la vois, tu sens que vraiment c'est une qui est déterminée à donner le meilleur d'elle-même, de se sublimer. Bon, voilà, ce que nous donnons comme conseil aux athlètes, n'allez pas en compétition contre quelqu'un. C'est contre vous-même. Et après, on voit les résultats. Voilà. Il faudrait que l'athlète puisse atteindre son potentiel pour ne pas regretter. Parce que si tu n'atteins pas ton potentiel, après ton élimination, tu vas regretter. Tu vas dire, si j'avais fait un peu d'effort, je pourrais arriver. Or, si tu fais l'effort, après, on voit les résultats. Donc, tout athlète doit avoir ça dans sa tête. Je ne me bats pas contre Usain Bolt, mais c'est moi, mais je dois faire mon temps. Et après, on verra les résultats. Peut-être que si je vais me battre contre moi-même et je vais atteindre mon potentiel, il peut arriver que Usain Bolt fasse un faux pas. Voilà, et puis, on va l'éliminer. Et maintenant, si moi je donne le meilleur de moi-même, le résultat est là, je gagne. Tu passes, voilà. Très bien. Oui, voilà, je crois que pratiquement on a parcouru ce qu'on doit dire concernant ces Jeux olympiques et la participation du Togo. Oui, si vous avez un mot pour conclure, qu'est-ce que vous nous diriez? Oui, c'est juste des remerciements à l'endroit du gouvernement, notamment le ministre des Sports qui a bravé le Covid pour être présente avec nous. Voilà, donc dans l'avion avec tous ces risques, elle est avec nous. Donc, c'était un soutien moral de taille. Hein? Oui, et puis dans la préparation, elle était impliquée. Tous les jours, on lui faisait un feedback, un compte rendu. Et si on a des difficultés, on l'approchait et tout de suite, on trouvait la solution. Donc, merci au gouvernement, au Premier ministre, au chef de l'État, pour l'intérêt qu'ils ont accordé au sport togolais et pour la participation togolaise à Tokyo 2020. Merci aussi, félicitations aussi au président du comité national olympique pour la qualité de l'organisation. Il y a un aspect qu'on a oublié, les athlètes ont été mis au vert. Les athlètes ont été mis au vert, ça c'est une innovation. Monsieur Deladem Apaki. Voilà, donc c'est une innovation. Donc on souhaiterait également avoir les athlètes de judo, puisqu'il est président de la fédération de judo. Voilà, donc, pour les Jeux olympiques. Donc merci pour la qualité de nous le félicitons. Et puis madame Neme Nyasingbe aussi, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'ombre. Elle fait partie de la commission marketing et commission de mobilisation des fonds. Donc elle a fait aussi un gros travail et nous lui disons merci, nous la félicitons pour tout ce qu'elle a fait pour le Togo tout entier. Elle n'a pas fait pour les athlètes seuls, elle a fait pour le pays. Donc nous lui disons merci et lui adressons nos félicitations. À vous aussi les journalistes et nous présentons toutes nos excuses
du fait que la TVT n'était pas à nos côtés, vous avez reconnu ça, mais c'est compte tenu du protocole sanitaire. Du compte tenu du protocole sanitaire, il y a certains membres de la délégation qu'on a dû éliminer. Oui, parce qu'il y avait un protocole sanitaire strict. Oui. Voilà, donc c'est que qui emportait le média d'emblée. Voilà, il n'y a pas eu. Non, en fait, il n'y a pas eu l'erreur que nous avons commise. On aurait pu avoir un entretien avec les hommes de médias pour leur expliquer la situation. Voilà, donc le fait qu'on s'est tu. Vous savez, on ne serait jamais d'accord avec vous, parce qu'on avait déjà voyagé. Et si vous dites qu'à cause de restrictions sanitaires, on ne serait pas d'accord avec vous. Je voudrais compris qu'on ait ce côté-là de la chose. Il y a un côté qui m'intéresse. Lequel le côté des téléphones. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis que c'est malheureux, parce que des gens ont voulu vilipender le nom du pays. C'est pas bien. N'est-ce pas? Il faut que les gens commencent par arrêter ces choses. Et respecter le pays. Voilà, il faut qu'on respecte le pays. Quand vous n'êtes pas informé, il ne faut pas balancer n'importe quelle information. Merci. Vous savez que 14 jours avant le départ des athlètes, de chaque membre de la délégation, vous devez renseigner votre état de santé sur une application qu'on appelle OSHA. Donc il fallait télécharger cette application-là. Or, cette application-là, il y a certains portables qui n'arrivent pas à télécharger cette application. Donc le président du comité national olympique a dit, si c'est pour remédier à la situation, il faut mettre les portables à la disposition de toute la délégation, y compris les Olympiens, et après, ces portables serviront pour les Paralympiques. Donc, ça, à cette occasion que le président a demandé à ce que, après les Jeux, quand tu veux quitter, puisque on n'était pas partis ensemble, nous ne sommes pas revenus ensemble. Donc, 2 jours après votre compétition, vous devez rentrer. Donc, on a demandé à ceux qui rentraient, les premiers, de rendre les portables comme c'était dit au début. Pour que les autres puissent s'en servir. Voilà, pour que les autres puissent s'en servir. Nous tous, on avait, c'est la marque Vivo, tout le monde avait, même le président du comité a rendu son portable. Il a rendu son portable, tout le monde. Donc, certains ne voulant pas rendre les portables, maintenant, on fait des montages pour dire que le portable, c'est combien. Et aussi, ce ne sont pas les seuls jeux. Ce ne sont pas les seuls jeux. En 2022, il y a d'autres jeux. Est-ce qu'à chaque jeu, il faut acheter des portables? Est-ce que le portable est un équipement sportif? Est-ce qu'on a retiré les chaussures du sport? Et puis, le président a mis les moyens pour que les athlètes achètent leur propre équipement spécifique depuis la France. Les athlètes ont acheté leur propre équipement spécifique depuis la France. Mais ces équipements, ils les ont gardés. Voilà, donc le portable, ce n'est pas un équipement sportif, c'est un outil de travail qu'on nous a, je ne sais pas, après l'émission, est-ce que je vais prendre le micro pour entrer avec? Non, je dois le laisser partir. Donc, c'est ça, merci, monsieur le directeur, merci pour tout. Sauf que vous avez vu comment on a souffert pour avoir les images pour ces jeux-là, c'est pas du tout bien. Donc il faut y penser sérieusement pour les prochaines occasions. Voilà, la prochaine fois. C'est ça, le bilan permet de déceler les qualités et puis les défauts, et maintenant consolider les qualités et améliorer les défauts pour qu'on puisse aller de l'avant. Bon, vous nous avez remercié pour ce que nous faisons. Nous sommes aussi honorés. Merci. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir. Bon, si prochainement c'est vous qu'on va encore envoyer, on aura d'autres explications sur d'autres points, zones d'ombre qu'on a eu. Mais côté financier, c'est pas toi quand même. Comme tu l'as déjà souligné, à vous, monsieur Lamega. Voilà, bien des choses à la famille de l'escrime togolais et puis au comité national olympique du Togo. Je sais que vous avez aussi la boxe, n'est-ce pas? Voilà, tous les sports. Très bien. Voilà. On va continuer un peu avec un mot sur la boxe. C'est avec Laurent. Ok, merci Jean. On va effectivement faire du multisport. On va parler de la boxe. Donc, une salle de boxe pour le groupement d'intervention de la police nationale, le GIPN. La cérémonie de réception a eu lieu ce jeudi 12 avril en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et du ministre des Sports et des Loisirs, initiative du projet. Compte rendu, Islam Degen. Une salle de boxe pour le groupe d'intervention de la police nationale. Ainsi en a décidé le ministère des Sports et des Loisirs
en partenariat avec le pugiliste international togolais champion du monde, Prince Lorenzo. Et c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Damien Amiark, qui a reçu les clés pour la police nationale. Cette salle, ouverte pour la pratique du noble art, d'abord pour la police et au-delà tous les corps habillés, répond aux attentes des bénéficiaires. Un élément qui est physiquement apte ne fera pas forcément usage de son arme en cas de difficulté. Donc cette salle va contribuer beaucoup à la capacité physique de nos éléments et va permettre aussi l'émergence des talents. Un policier qui est bon en boxe peut compétir pour l'équipe nationale. Une manière pour le ministère des Sports de multiplier les infrastructures sportives sur le territoire national. L'objectif de ce projet est de contribuer à l'amélioration des conditions physiques des vaillantes forces de l'ordre et de sécurité pour qu'elles soient toujours efficaces dans la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment l'extrémisme violent et le terrorisme qui constitue aujourd'hui un mal dans la sous-région. Quant aux partenaires, il est disposé à accompagner ce projet pour l'éclosion des talents. Par cette salle, on peut faire sortir, même jusqu'aux Jeux olympiques, des médaillés d'or qui seront de la force, ou bien des polices, ou bien des militaires, ce qui se passe dans beaucoup de pays. Je vais jouer le rôle d'entraîneur et être aussi disponible pour toute question d'ordre de boxe. Une partie des démonstrations a meublé cette cérémonie de réception. Voilà, c'était donc jeudi dernier au groupement d'intervention de la police nationale. Oui, Stéphane, voilà, une salle pour que nos amis corps habillés s'essayent plus en matière de boxe. Pourquoi pas sortir de là des talents pour défendre le pays? Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut pour ça remercier Madame la ministre des Sports qui a pensé à nos amis des forces de l'ordre et de sécurité, oui, en leur offrant justement ce joyau. C'est ça. Et je crois que les militaires ou les policiers vont pouvoir profiter de ça pour mieux être outillés, d'abord au niveau de leur self-défense, comme ils l'ont dit, mais pour ce qui nous intéresse, nous, c'est de peaufiner les athlètes pour le pays. Parce que dans plusieurs disciplines, dans les années passées, oui, on a des militaires. Quand vous prenez l'athlétisme, les meilleurs étaient des militaires. Quand vous prenez le cyclisme et autres, donc on voit beaucoup de militaires. Donc au niveau de la boxe, on n'en a pas tellement vu. Donc une salle comme ça vient à point nommé. Ça permet donc à nos amis militaires, avec surtout un technicien à côté, oui, qui est Prince Lorenzo, qui est un champion, qui connaît les astuces, les petits secrets pour gagner. Je pense que cet alliage-là permettra de pouvoir sortir de bons athlètes pour notre pays. Et dans les jours à venir, on ne tardera pas à avoir d'autres Lorenzo au niveau donc des militaires pour défendre les couleurs nationales. Voilà, c'est d'ailleurs le souhait de Prince Lorenzo que dans quelques années, d'autres Prince Lorenzo puissent émerger. Oui, on va maintenant parler football. Football, d'abord le football féminin avec cette première journée du championnat national disputé le week-end dernier. Non, c'est plutôt mercredi, voilà. Et Laurent? Oui, fin ce mercredi de la première journée du championnat national de football féminin. À Lomé, la rencontre qui a opposé Apache d'Enfoin et Tempête d'Agoué-Kakaveli au stade Omnisport s'est soldée par une victoire des visiteuses, 1-0. Les précisions avec Sergine Raimondo. D'entrée de jeu, Tempête FC en bleu domine la partie. Ces premières 45 minutes sembleront une éternité pour les deux formations qui ne concrétiseront aucune de leurs actions. À la reprise, la chance va tourner pour les visiteuses. À la 81e minute, elles inscrivent le seul but de cette rencontre, leur permettant ainsi d'empocher les 3 points à l'issue de cette première journée. 1-0, score final en faveur d'Apache d'Enfoin.
En quarantaine depuis 2 années déjà, l'arrêt d'activité sportive aura empiété sur le rendement de ses joueuses. Une victoire, 1-0, c'est vrai, c'est l'objectif fixé lors de la rencontre, avoir gagné les 3 points et rentrer à la maison. Mais ça n'a pas trop joué. Techniquement, il y avait eu beaucoup de déchets dû au fait qu'il n'y a pas eu de compétition il y a eu longtemps. Les filles n'ont pas eu de temps d'entraînement. Maintenant, est-ce qu'on va baisser les ballons? On retourne à la maison, on travaille, on se prépare pour mieux corriger ça. Pour tout le foot, c'est d'offrir du spectacle aux spectateurs. Il y a longtemps, on n'a plus joué. Il y a d'autres qui sont partis faire les études à l'extérieur. Ils viennent d'arriver, ils n'ont pas encore touché au ballon. Dans toute équipe, tu peux être plus fort que qui que ce soit. Il faut la complicité, quoi. Il faut la cohésion, il faut l'esprit du groupe. Bon, c'est ça qui a manqué, sinon on va essayer de travailler, corriger, les remettre en confiance. Outre cette rencontre du groupe 4, à Kara, Djabi FC de Tandjouaré fait mordre la poussière à Djara FC de Mango, 8-0. Les Lions de Bassar étaient tout aussi intraitables face à Bella FC de Kara, 7-1. Une seule rencontre aura sanctionné cette première journée dans la poule 2. Pilote d'Atakwame remporte le duel 1-0 face à Étoile de Sotoboua. Akbalime, Espérance et USAMU d'Amlamé se tiennent au coude à coude, 2 buts partout. Ahé FC d'Arépé atomise les Winners Girls 5-0. Rappelons que le champion sortant avait confirmé son titre lors du match d'ouverture 2-1 face à Atleta FC. Ce dimanche, place à la 2e journée du championnat. Bella FC et Djabir FC, Djara contre Lyon FC se donnent rendez-vous à Kara. À Sokodé, Pilote contre Gazelle FC et New Star contre Étoile. Dans le groupe 3, Ahé FC contre USAMU, Espérance contre les Winners Girls. Le duel de la capitale opposera Apache FC à l'Académie Amis du Monde. Atleta FC, quant à lui, sera face à Tempête FC. Oui, et voilà, ce serait donc le résumé de la rencontre de la première journée entre Apache et puis Tempête. C'était donc dans le groupe A à Lomé. Voilà. Oui, Giroud, le football féminin a redémarré. Voilà. Merci du terme. Merci, parce que ça fait plus de 14 ans qu'on n'a pas vu ça au Togo. Non, ça fait 2 ans maintenant que ça s'est suspendu. Non, mais je veux dire, avant, il y avait vraiment une compétition féminine. Voilà, intense, voilà. Bon, Covid est venu, tout ça, mais il y a 14 années, c'était vraiment le football féminin a commencé. Au Togo, il y a à peu près 16 ans, on a commencé à avoir une équipe nationale féminine, junior, etc. Donc, Covid est venu, après il y a eu des turpitudes, Covid est venu, arrêter tout ça. Et c'est bien, c'est une bonne chose, c'est très bien. Le football, c'est pas que pour les hommes, hein. C'est ça. C'est pour les femmes aussi. Très bien. Oui, voilà. Et puis, Amis du Monde qui a confirmé sa position de champion. Et premier match, victoire sur Atleta, 2-1. Oui, de toute façon, Amis du Monde a toujours été meilleur par rapport à toutes les autres équipes au Togo ici. La saison passée, c'est sans surprise qu'elle était championne. Et elles ont représenté aussi dignement notre pays, là-bas en Côte d'Ivoire, en se classant 3e. Je pense que c'est bien. Il faut encourager le football féminin. Je ne sais pas, à chaque début d'année, nous entendons dire que la FIFA a augmenté le montant des subventions pour le football féminin. Nous entendons aussi que l'État a décidé de beaucoup plus s'intéresser aux femmes et notamment au football féminin. Mais sur le terrain, ça traîne un tout petit peu. Donc nous espérons que ça ne va pas s'arrêter. Pour ce qui me concerne, moi je pense que en principe le football féminin ne devait jamais s'arrêter. On ne doit pas jouer le football féminin et arrêter la saison prochaine et reprendre. On doit continuer par jouer. Après ce championnat, on doit avoir une Coupe du Togo pour le football féminin, ce qui fait que les filles sont toujours en train de courir après le ballon. Après ça, on crée la Coupe du 27 avril, pourquoi pas la Coupe de la Noël. On fait en sorte que les filles jouent permanemment. C'est ça qui pourra permettre à nos filles de pouvoir s'aguerrir. Donc, mais si on joue après ce championnat qui
pratiquement se joue en poule. Et en 2 semaines ou un mois tout de plus, c'est fini. Et c'est parti pour l'année prochaine. On verra que les filles ne vont pas progresser comme il faut. Donc, puisque c'est pratiquement nouveau pour les filles qui n'ont pas joué depuis l'enfance, il faut qu'elles continuent par jouer. Parce que vous savez, nous garçons, déjà à 4 ans, 5 ans, on est dans les rues, hein. Vous sortez de la maison, vous essayez quand même de vous amuser avec vos camarades en mettant des pierres à gauche. Les filles n'ont pas cette chance-là. Elles sont toujours soit à côté de maman pour la cuisine et autres. Donc, il va falloir que la Fédération togolaise de football et l'État togolais trouvent une formule pour que nos filles jouent beaucoup plus souvent que ce qui se passe actuellement, et ça va donner quelque chose. Très bien, voilà, je pense que c'est une bonne doléance. Sinon, un souhait, Stéphane Latigoso, le remarqueur, oui, voilà. On va tomber maintenant sur les hommes. Il a dit déjà à 4 ans, eux, ils ont commencé par jouer, chacun pratiquement. Ils ont grandi. Il y en a qui frappent à la porte de l'équipe nationale, quand bien même aujourd'hui, ils ont le statut de joueurs locaux. Voilà. Ils sont en stage, n'est-ce pas? Oui, ils sont en stage, effectivement, en marche des préparatifs pour la qualification au mondial 2022 au Qatar. Les éperviers locaux sont en stage à Lomé du 10 au 19 août 2021. Et ce, sous la direction de l'entraîneur adjoint Jonas Kokou-Komla. Et bien sûr, sous l'œil vigilant de l'entraîneur principal Paolo Duarte, présent au Togo depuis le 5 août dernier. Compte rendu du reportage Simon Ndapa. Ils sont 30 à gagner la confiance de l'entraîneur adjoint Jonas Kokou-Komla. Issus de divers clubs du Togo, les éperviers locaux seront en stage pour les préparatifs dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce regroupement est prévu du 10 au 19 août 2021 à Lomé. Sur cette liste, dans les buts, ils sont 4 à attirer l'attention du sélectionneur adjoint. Il s'agit de Agbagla Ame d'Asco de Kara, de Uronyeni Wassiou de l'AS Togoport, de Paroussi Atichou de la STK et de Adonsou Ayao de l'AS Togoport. À la défense, Tchédré Salami de la STK, Sama Alimou d'Asco de Kara, Moussa Bilal de l'AS Togoport, pour ne citer que cela. Au milieu de terrain, sur les 9 détectés, on note la présence du capitaine d'Asco de Kara, Chakei Marouf. Sont également au rendez-vous Mani Ogadja de la SK, Amekouji Doji de Dito de Lomé, et j'en passe. Ils étaient nombreux à se bousculer en attaque. Tout comme au milieu de terrain, 9 ont été retenus. Ametogo de Prince Yaira de Dito de Lomé, Kouyara Robert d'Agaza de Lomé, Tchatakura Samiou de la SK, et tous les autres chercheront à tout donner et à tendre à regagner l'équipe nationale A. Présent au Togo depuis le 5 août dernier, le sélectionneur principal Paolo Duarte suivra de très près ce stage des éperviers locaux, ce qui lui permettrait d'avoir une idée de ceux d'entre eux pouvant figurer dans l'équipe type qui affrontera le Sénégal le 2 septembre prochain lors de la première sortie du Togo pour les éliminatoires de Qatar 2022. Et nous y sommes, ces préparatifs sont donc bien en cours. Oui, Stéphane Ati, Goussou, voilà. Ça fait déjà 5 jours que ça a commencé. Oui, et il faut souligner que ce ne sont pas seulement les éperviers A' qui sont en train de se préparer, il y a aussi une équipe épervier AA' qui est aussi en même temps en train de se préparer aussi. C'est celle qui va jouer demain? Oui, elle s'entraîne sur le terrain de Bossimé et sous la houlette de l'entraîneur Rasta. Effectivement, on peut l'appeler comme ça. Rasta d'abord. C'est ça, et Jonas est au stade de Kégué, Ouloufade est à Bossimé, les deux sont en train de préparer. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est Jonas, la mission de Jonas qui est donc en train de se préparer. Et cette mission-là, c'est pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout à fait. Et la dernière fois, nous avons vu le sélectionneur Paolo Duarte lui-même arriver au stade. C'est vrai qu'il n'était pas là pour diriger l'équipe, mais de loin, il a pu voir ce que son adjoint Jonas Kokou-Komla était en train de faire avec les éperviers locaux. Donc, disons que c'est un bon début. Maintenant, on attend de voir, surtout que le sélectionneur a signé et qu'il est sorti de son confinement. On attend de voir comment il va donc prendre en main l'équipe et comment est-ce que les choses vont commencer, parce que le 1er septembre, les éperviers vont se déplacer
déplacer là-bas au Sénégal pour affronter les Lions de la Teranga. Ce sera une rencontre difficile. Mais comme on le dit souvent, impossible n'est pas tout. Ouais, voilà. On l'avait fait en 2006, pourquoi pas? On peut le faire en 2020. Voilà, on sait le faire déjà, n'est-ce pas? Oui, Gilou, c'est ça, le rêve est permis. Hein, le rêve est permis, on se lève tôt, c'est sûr. Comme on peut quand même se qualifier pour cette phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Écoute, on l'espère. Hein, on espère que le Togo aura l'occasion de revivre les moments de 2006 qu'on a eu à vivre tous ici. Et bon, vous avez pris un bon entraîneur, un très bon entraîneur, un entraîneur qui connaît l'Afrique, qui a travaillé déjà avec les Africains, avec les bons joueurs africains. Je lui souhaite beaucoup de bonne chance, hein, parce qu'il faudra qu'il puisse former l'ossature, la future ossature des futurs éperviers, parce que les joueurs qu'on a aujourd'hui ne sont plus si jeunes que ça. Et il va falloir penser à la relève, ce qui est tout à fait normal, si on veut vraiment être compétitif pour les prochaines échéances des Coupes du Monde à venir. Je pense que déjà le premier test de septembre au Sénégal sera un test capital pour notre pays, pour ce coach, et puis pour tout le travail qu'il aura à faire avec les éperviers. Hein, parce qu'on a, depuis ces dernières années, on a quand même beaucoup laissé couler d'encre sur les éperviers, le coach, etc. Donc là, c'est un nouveau travail qui se fait, un nouveau départ. Oui. Donc moi, je peux que lui souhaiter beaucoup de chance, beaucoup de réussite et de succès, parce qu'on est tous togolais et puis on voudrait quand même revivre ces moments intenses de 2006. Voilà. Très bien, voilà. On attend quand même revivre ces moments-là qui nous a offert la joie au cœur de tous les Togolais. Oui, tu as déjà effleuré, tu as parlé donc de la signature du contrat, c'était hier, par le Duaté avec le ministre, n'est-ce pas, le ministre des Sports. Hier, je rentrais autour de 18h lorsque l'information est apparue sur les réseaux sociaux que le sélectionneur Paulo Duarte est en route vers le ministère des Sports. Et quelques minutes après, on voit sur les réseaux sociaux une photo dans laquelle nous avons le sélectionneur effectivement et nous avons aussi Madame la ministre et puis un collaborateur du sélectionneur certainement. Et le sélectionneur avec un bicamé. On s'est dit que la signature est passée. Alors, donc depuis hier, on peut dire que la page Claude Leroy est définitivement tournée. Oui. Et Paulo Duarte a pris en main les rênes de l'équipe nationale du Togo. Oui, et comme on le disait en début d'émission dans les remarques, il sera présenté à la Fédération togolaise de football tout à l'heure à 15h où il est en train d'être présenté, disons, si tout va bien, à la fédération à l'heure où nous sommes en train de parler. Donc demain, dimanche, il y aura un match amical, selon les informations que nous avons eues, entre cette sélection A' et la AA', dirigée par Olouf Fari, dont j'ai parlé, toujours sous la supervision de notre nouveau sélectionneur Paulo Duarte. Voilà, très bien. Bonne chance à lui, qui détecte les meilleurs, ou alors qu'il a dit les meilleurs. Nous, ce qu'on attend, c'est la victoire. Absolument, absolument. Vous savez, j'ai toujours dit, quels que soient les préparatifs, quoi qu'on dise, le Togolais lambda, lui, n'attend qu'une seule chose, la victoire. C'est ça, voilà. Tout à fait. Oui, Laurent, on sur ce sujet. Peut-être compléter. Il faut aussi remarquer que le travail de Jonas Kokou-Komlan ne se limite pas seulement à la détection des meilleurs pour la sélection des éperviers. Il y a aussi en ligne de mire la préparation du championnat d'Afrique des Nations où le Togo, on a joué la dernière édition. Donc ils sont déjà en train de préparer les qualificatifs pour la compétition. Donc ce stage en fait a deux volets. Sélectionner les meilleurs pour les éperviers et puis préparer en même temps le championnat. L'équipe nationale locale. Voilà, pour le championnat d'Afrique. Voilà. Oui, on va donc maintenant sortir du cadre du Togo et de l'Afrique et aller au-delà, parler d'un seul nom qui a secoué toute la semaine. Il s'agit bien de Léo Messi. Voilà. Voilà. Oui, c'est pas, mais il a remarqué aussi, donc
il a posé officiellement sa valise au Paris Saint-Germain. Il a été présenté par son nouveau club mercredi au Parc des Princes après son départ du FC Barcelone où il a tout gagné. Il retrouve plutôt au sein du PSG son ancien coéquipier du FC Barcelone, Neymar, avec qui il va essayer de remporter la Ligue des Champions. Un trophée que le PSG n'a jamais remporté. Les précisions, Islam Degueno. Après une séparation douloureuse avec son club de cœur, le FC Barcelone, Lionel Messi, sourire aux lèvres, s'est engagé avec le Paris Saint-Germain pour 2 saisons et 1 année en option. Le génie argentin a été présenté mercredi au Parc des Princes et portera le dossard numéro 30. Dès l'annonce de son arrivée dans le club de la capitale française, les ultras parisiens l'attendaient déjà depuis le dimanche à l'aéroport. Mais l'homme aussi ballon d'or ne foulera le sol français que le mardi 10 août. C'est une véritable euphorie chez les supporters parisiens que d'avoir dans leur rang l'homme qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre dans la carrière de Léo Messi. Il arrive dans un club qui porte un projet ambitieux, celui de remporter sa première coupe aux grandes oreilles, c'est-à-dire la Ligue des Champions. L'attaquant argentin ne devrait pas avoir du mal à s'intégrer dans son nouveau club. Il peut compter sur son ami brésilien Neymar ou encore ses coéquipiers argentins Angel Di Maria et Leandro Paredes. Et pourquoi pas de son coach Mauricio Pochettino. À 34 ans, Messi pourra-t-il rayonner avec le PSG comme il l'a fait avec le Barça où il a inscrit 672 buts en 778 matchs et gagné 35 trophées, dont 4 Ligues des Champions. Affaire à suivre. Islam Degueno, voilà pour ce bref aperçu, tout ce qu'on peut retenir de cette signature ou de ce déplacement de Lionel Messi définitif au PSG. Oui, Laurent, voilà, ce n'est plus, c'est depuis mercredi, hein, il a été donc présenté. Il a été présenté, il sera encore présenté cet après-midi avant le match voilà. PSG Strasbourg de 19h. Donc en fait, est-ce qu'il jouera ce soir? Non, il ne jouera pas. C'est pas évident. Il ne jouera pas ce soir. Tout comme Sergio Ramos qui ne sera pas de la partie. De toutes les manières, il nous donne envie de regarder les matchs du PSG à partir de maintenant. Les matchs du PSG ont subitement pour tout le monde des intérêts. Puisque tout le monde veut suivre, tout le monde veut savoir s'il va jouer, s'il joue. En tout cas, ce que moi je tiens à rajouter, c'est que le PSG n'a rien à perdre en récupérant Messi. Ce championnat devient attractif. Le seul fait que Messi soit joueur du PSG. De la Ligue 1. De la Ligue 1 qui, dans l'ordre, est classé 5e. Mais avec sa présence actuellement, ça va permettre de toutes les façons au championnat de France, la Ligue 1 française, de gagner en autorité. Parlez-nous plus du PSG plutôt qui a recruté son joueur, voilà. Oui, du PSG aussi, qui a tout à gagner, puisque l'objectif au finish, c'est de gagner la Champions League. Et bon, en fait, l'équipe bâtie actuellement, quand vous avez Donnarumma dans les buts, et même Navas, qui n'est pas bon, qui est bon, et en plus vous avez Donnarumma, ça fait que vous avez 2 bons gardiens. Et puis en défense sur le côté, vous avez Hakimi, au milieu de terrain, vous avez Wijnaldum, et puis devant, vous avez ces 3 monstres que sont Mbappé, Neymar et Messi. Il y a de quoi faire rêver tous ceux qui aiment en tout cas le bon jeu. Et ça dit que Mbappé a déjà définitivement raccroché son projet de départ sur le Real. Oui, je crois que en tout cas le président l'a dit le mercredi que Mbappé exigeait une équipe compétitive. Je crois qu'avec l'arrivée de Messi, il est à plat, il ne pourra plus dire que le PSG n'est pas compétitif. Très bien. Voilà, oui, Gilou, le PSG, ça doit être un club que tu supportes beaucoup. Vous venez là d'avoir le meilleur joueur au monde, s'il faut l'appeler ainsi, Lionel Messi, dans vos rangs. Lionel Messi devait venir au Paris Saint-Germain depuis belle lurette. Hein. C'est pas une histoire d'hier, ça, Messi. Hein. Chaque transfert, chaque année, on dit Messi vient au PSG ou Cristiano Ronaldo. Bon, voilà. Enfin, c'est fait, c'est fait. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment ça va jouer tout ça. Parce que
Tu vois, bon, il y avait SMS avec Suarez à l'époque. Mbappé, ces temps-ci, c'est pas trop ça, hein, il n'est pas trop en forme. Alors, est-ce que Kylian Mbappé va réussir à rentrer dans ce schéma de Messi, de Neymar, etc. Et puis, on oublie Icardi. Icardi est là ou bien il est parti? Il est là. Et Icardi, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, n'avait pas réussi à briller parce que l'équipe ne jouait pas pour lui, parce qu'il n'avait pas un Messi, justement, qui était derrière lui. Donc, Icardi, c'est un fin buteur, un très bon buteur. Donc, ils ont, au niveau de l'attaque, ce qu'il faut. Hein. Mais la Champions League, c'est pas que l'attaque, il faut aussi la défense. Ils ont recruté des défenseurs d'expérience, mais il y a encore un peu de flottaison derrière. C'est pas non plus ça. Donc, le milieu de terrain est bon. Moi, c'est la défense du PSG qui est pour moi, un peu flottante. Maintenant, Mbappé peut faire un bon match, il peut aussi se trouver dans des matchs. Messi, je sais que lui, Messi, il sera présent au rendez-vous parce que au niveau du professionnalisme chez les joueurs de football, il y a joueurs de football professionnels, il y a joueurs de football professionnels. Il y a des joueurs de football professionnels qui peuvent jouer à Manchester United et il y a des joueurs qui sont comme les Ronaldo, comme les Messi, même quand ils ont 40 ans, ils sont ultra professionnels. Donc lorsque vous prenez des joueurs comme ça dans votre équipe, c'est des joueurs qui, même s'ils ont 38 ans, ils ont 37 ans, avec leur professionnalisme, leur expérience et tout ce qui va autour, je veux dire, hein, ils peuvent, même s'ils ne jouent que 30 minutes dans un match, motiver les troupes pour que l'équipe performe. Mbappé, l'avantage qu'il va avoir aujourd'hui, si il a cet avantage-là, c'est qu'avec une équipe, comme il dit le président aujourd'hui sur la table, sur le papier, qui est compétitive, Mbappé va pouvoir progresser, va pouvoir apprendre beaucoup. Il a appris beaucoup avec Neymar. Et avec Messi, il va prendre encore davantage. Donc partir au Real de Madrid maintenant pour lui, je ne vois pas l'intérêt. Le Real vient de changer de coach, n'est-ce pas, hein? C'est un peu flottant au Real de Madrid, les choses ne vont pas très bien. Aller là où il y a des problèmes, je pense qu'il vaut mieux rester chez soi à la maison avec un Messi et avancer. Voilà, mais est-ce que le Real a permis pour Paris d'avoir son trophée des Champions League? Ça va se jouer fort. Eh ben, écoute, le problème qu'il y a, c'est que, écoute, on prend Messi à Paris, on prend aussi à Chelsea notre ami belge Lukaku. Voilà. Tout le monde se renforce. Il n'y a pas que Paris qui s'est renforcé. Toutes les équipes se sont renforcées. Voilà. Donc je pense que l'avantage que Paris a, c'est que sur les 2 dernières éditions de la Champions League, ils ont fait une finale, demi-finale. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà pris un train qui fait d'eux naturellement une équipe qui fait partie du dernier carré final. Donc on espère que Paris ira en finale. Mais rappelez-vous, Barcelone a quand même perdu 8-1, je pense, contre des Allemands avec Messi dedans, non? C'est ça, 8-2. 8-2, hein. Donc ça veut dire que c'est pas parce que Messi vient qu'obligatoirement on va gagner. Mais on espère qu'ils pourront gagner, enfin. Tout à fait, j'aime votre mot là, on espère. On espère, il faut espérer. C'est pas gagné d'avance. Le football, c'est pas rien n'est garanti. C'est le sport, voilà. C'est ce score que le meilleur gagne. 8-2, personne s'y attendait. Voilà. Oui, en football, c'est possible. Oui, moi, je voudrais paraphraser Rémi Ngono qui dit « Dans cette vie, cherchons l'argent ». Cherchons tout simplement l'argent. Moi, je ne vois pas, hein, quand on commence par classer les clubs ou bien les championnats, la France vient peut-être en 85e position. Mais à cause de l'argent, le père de Messi et Messi ont déposé leur valise en France. Attendez, donc finalement, ce n'est pas seulement le volet sportif qui intéresse le joueur, c'est aussi le volet argent. Bien sûr. Vous voyez, moi ça m'a un peu... Enfin, je félicite Paris. C'est un grand coup pour Paris. C'est clair. Mais pour Messi, je ne sais pas. Je ne le félicite pas trop. Mais je félicite la France et PSG pour avoir su frapper ce grand coup-là parce qu'aujourd'hui déjà, le championnat français devient plus attractif. Voilà. Mais quand on prend Messi, jouer contre Guingamp, jouer contre Metz, contre Brest. Bon, en fait, on a rencontré qu'un seul club en France qui est le PSG. Oui, il y a ça. Quand on parle maintenant de Marseille, des autres, on aura des scores fleuves. Et peut-être en 3, 4, 5 journées, nous serons dégoûtés du championnat français parce que c'est seulement le PSG qui aura 15 points, les autres auront 1 point. Et maintenant, qui va suivre ce match? Parce que Messi joue, on marque 9-0, 10-0, 8-0 aux gens. Ça, ce n'est pas intéressant. Il faut que ce soit des duels, c'est ça. En Angleterre, lorsque tu suis les championnats anglais, mais toi-même, tu sens que la rivalité est là.
Les équipes se battent bien, c'est vrai, il y a des scores, mais néanmoins, quand même, c'est un championnat attractif. Le championnat espagnol, c'est la même chose. Et l'Italie. Voilà, le championnat italien, c'est la même chose. Mais le championnat français, c'est seulement ceux qui ont de l'argent qui en achètent, et ceux qui n'ont rien n'en achètent pas. Et finalement, Stéphane, je risque de te contredire. Même avant la venue de Messi, l'année passée, Paris n'était pas champion. C'est Lille qui est champion. Il était champion, mais Paris était deuxième. Paris est deuxième, mais ça ne veut pas dire. Sur papier, Paris a une meilleure équipe que Lille. Mais sur le terrain, ils ont réussi quand même à ravir le titre au PSG. Bon, en dehors de Lille, il y a Lyon, il y a Monaco et puis il y a Marseille. Quand même, il y a certains, même si ce n'est pas les 20 équipes, il y a quand même un noyau de 4 ou 5 équipes qui peuvent damer le pion au PSG. Oui, tu regardes Stéphane, il te dit qu'il n'y a pas que 4 clubs là qui jouent en France. Et ça, tout le championnat. C'est tout le championnat. Mais s'il y a déjà 4 qui peuvent valablement s'opposer au PSG, il y aura de comparativement à l'Angleterre. Prends les clubs anglais. Oui, bon, c'est vrai aussi. Et c'est vrai que chez les Anglais, c'est plus accentué parce que ces clubs aussi ont des moyens de pouvoir se renforcer. Parce que si vous voyez par exemple les droits de match que ces clubs ont, même si vous prenez un club comme Brentford qui vient d'être promu, ce n'est pas surprenant dans un sens. Si hier ils ont battu par exemple Arsenal 2-0, c'est des promus. Mais sur le papier, ils ont en tout cas les moyens de s'offrir des joueurs de qualité. Du coup, en résumé, tu veux dire que Paris a les stars, mais Paris doit travailler. Paris doit travailler. Et puis l'avantage pour les autres, peut-être que si d'autres pays s'intéressent aux droits et aux images du championnat, ça fera rentrer de l'argent et dans la redistribution, ces clubs aussi auront plus de moyens pour pouvoir avoir quelques meilleurs joueurs. Voilà, ok, voilà. Avec toi, je me dis, ce qu'il faut au Togo, nous puissions avoir beaucoup d'argent. Peut-être que dans 5 ans, on peut avoir Messi au Togo. Au Togo, voilà. C'est l'argent qui le guide. Oui, c'est l'argent. On peut le retrouver à Gaza. On peut le retrouver même à ce qu'on pourra pas. Moi, ce qui me paraît, pour revenir au PSG et les clubs en question, ce qui me paraît un peu bizarre, ce qui me paraît vraiment bizarre, c'est qu'à chaque fois que le PSG a un coach, et que ce même coach quitte le PSG pour aller au Real de Madrid, il gagne la Champions League, pour aller à Chelsea, la Champions League, Arsenal fait des matchs incroyables, mais je ne comprends plus rien. Ah oui, c'est la dernière fois pour la Super Coupe. Oui, mais je ne comprends plus rien. Et mieux encore, les défenseurs qui étaient capitaines au Paris Saint-Germain, qu'on a critiqué, deviennent les meilleurs défenseurs et gagnent la Champions League à Chelsea. Voilà. Bon, ok, mais on va faire avec, n'est-ce pas? Voilà, c'est le tour pour cet après-midi. Merci d'être passé, Stéphane. Oui, merci à toi, Jérémy Dédi. Merci à l'Européen de la maison, à Giro. Merci beaucoup. Salut aux téléspectateurs. À samedi, si Dieu le permet. Voilà. Et Gilou moi, je te remercie. Comme tu l'as dit, ça fait 8 mois que je ne suis pas venu ici. Ça fait un bail. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des Coupes d'Europe, il y a eu des JO, il y a eu pas mal d'événements. Il y a eu le championnat de football togolais que j'ai suivi. J'ai beaucoup suivi. Je trouvais ça original, avec les matchs de poule. C'est super, génial. Et je suis content aujourd'hui d'être parmi vous. C'était un bel après-midi. On s'est bien amusé. Et les sujets étaient intéressants. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, à bientôt. Coucou au garçon. Ben écoute, mais il est bien avec toi au studio. Là. Il est toujours avec moi au studio. C'est bien. Voilà. Gabriel est toujours avec moi au studio. C'est ça, oui. Il joue au tennis. C'est ça, mais bon, tu sais, je vais dire quelque chose que mon ami a pu. Le Covid, ça a arrêté toutes les compétitions. Donc. Voilà, ok. Oui, je vais me substituer à Stéphane. Je vais demander qu'on utilise les 30 minutes sur les 24 heures pour faire un peu de sport, parce que c'est bon pour la santé et c'est moins cher
pour tout paraphraser. Les médicaments sont très très moins chers. Voilà, voilà c'est donc la fin de notre entretien de cet après-midi. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. Voilà, merci surtout à Ambroise Akakbo qui a piloté l'équipe technique du jour. Ils sont nombreux, tous au son, au synthé, partout, à la diffusion. Merci beaucoup à tout ce monde et au chef d'édition Achou Saba. Voilà, passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de la télévision togolaise. N'oubliez pas, gardez le sourire, il est thérapeutique. Au revoir. Kelly, le retour de Thomas Müller qui avait été touché au genou contre la Hongrie, il est de retour. Et Leon Goretzka qui a été le buteur à 5 minutes de la fin pour la qualification, qui est bien dans notre jeu aux côtés de Toni Kroos. Oui, Goretzka au milieu, mais c'est surtout aussi, comme je le disais tout à l'heure, les côtés avec Gossen et Kimmich qui sont capables de travailler énormément et de mettre des centres qui vont mettre en difficulté la défense anglaise. Et c'est parti pour ce 8e de finale entre l'Angleterre et l'Allemagne ici à Wembley. 25 ans après, ces deux formations se retrouvent